l'occasion inédite de relancer un vieux projet humain qu'on appelle, pour faire vite, l'eugénisme, qui a existé, c'est pas Hitler qui a inventé l'eugénisme, il faut bien comprendre ça. Ça a existé dans l'Égypte ancienne, chez les Incas, chez les Grecs. Bon, ça a existé de tout temps. Ça consistait à tuer les bébés à la naissance. Ça veut dire que ça n'avait pas beaucoup d'efficacité pour l'amélioration de l'espèce humaine, parce qu'on ne pouvait pas faire ça quand même de façon trop fréquente. Et puis est arrivé là, après qu'on ait trouvé d'autres techniques au XXe siècle, des techniques de stérilisation, toujours dans les pays démocratiques, stérilisation obligatoire à partir d'un verdict médical. Ces gens ne sont pas aptes à faire un bon enfant, et donc on stérilisait ces gens, des hommes ou des femmes. Il y a eu des centaines de milliers de personnes stérilisées aux États-Unis, en Suède, en Suisse, un peu moins en France. Enfin, c'était pas du tout, c'était des progressistes qui animaient cette activité. Et ça s'appelait de l'eugénisme ouvertement. C'était le mot qui a été inventé en 1880 par Galton. Galton, qui est un cousin de Darwin, et qui, contrairement à Darwin, qui n'a jamais parlé de ce genre de choses, c'est-à-dire d'appliquer les théories de lutte pour la vie et tout ça, et la compétition, qu'il avait étudié largement chez l'animal, il n'a jamais voulu utiliser ça chez l'homme. Et son cousin, qui était médecin et statisticien, a donc pensé qu'on pouvait améliorer l'espèce en triant les individus. Donc là, c'était au début, je vous ai dit, on tuait les enfants, après on stérilisait des géniteurs de mauvaise qualité, et tout ça était absurde, puisqu'il y a de telles loteries génétiques qui se passent que si on veut être efficace, il faut faire le tri. Rub their hands together in publication saying this is going to wipe people out. I mean, these are, you know, somebody in a Nazi uniform people would run from. But as long as it's a liberal in Birkenstocks going, people are like, oh, kill me, it's so liberal. And these people are actually operating on a smaller scale because, you know, Hitler is a genocide on a continental base, whereas what these people are contemplating is indeed a worldwide genocide, where the numbers, as we can see, are much larger. So 4 billion excessive, and if you go to Cap and Trade, you've got about 1 billion people who are living on the verge of starvation right now. You could wipe out, you know, a large part of that billion, or maybe even all of it. Holdren writes that when it comes to food aid, you've got to use triage. In other words, you've got to separate the countries that will make it without food aid, the countries that are doomed and should get nothing, and then the ones in the middle that you might be able to help are the ones that you focus on, sort of military or disaster triage. And that's the rationale. You just write off a third of the people and say we're going to kill them as if it's loving, because it's the same argument of don't have 2 kids, have 1 and give them twice the attention. Well, yes, although what he wants to do is... Well, he uses that in here about only having 1 kid, but go ahead. Yes, he absolutely wants to limit family size with totalitarian rules. He says Bangladesh. Now, Bangladesh is at least 200 million, or it's a large population, 100 million perhaps. Bangladesh, he says, is a country that should be triaged. In other words, Bangladesh, go and die. We've got to call this to the attention of the Bangladesh ambassador. He also says India, which is at that point 700 or 800 million and now a billion and more, that India may be a candidate for triage under this planetary system. So who enforces this? He says it's time to create a planetary regime. A planetary regime. So a supranational world government run by ecological fanatics and Malthusian genocidalists. The planetary regime would take under its control the world ecosphere, and in particular what he calls the global commons. The global commons would mean the atmosphere, the oceans, and the soil. So the planetary regime would override national sovereignty and impose the rules on the global commons, and it would set an optimum world population. So the optimum world population, as we've heard, is somewhere between 1 billion and 2 billion, and that won't increase, right? That's unlikely to get very much higher. So the thrust of this entire thing is that world population growth must be stopped, and in the middle of that, we see the old imperialist program. Don't allow the industrial development
and the technological advancement of the third world, of the less developed countries, the developing countries, again, sub-Saharan Africa, South Asia, the poorer parts of Latin America. And Webster, this is in the 1949 Royal Commission by the British, where they don't even say it's for the earth. They say we're going to freeze development in the third world. That'll make their population explode, but we'll just then exterminate those as they grow up. If we really wanted to cut population growth, we would develop them, but we're not going to do that. So even though they want to kill the brown people, they still hate them so much, they let that people bomb kind of keep them down at the level they're at instead of developing them, and then they'd start dying like the West. So it's almost a schizophrenic model with these people, and you've got Holdren and Ehrlich, George Bush Sr.'s buddy, packaging this eugenics as loving and liberal. These really are some sickening people. Again, it's genocide. These are high crimes against humanity. Nuremberg crimes. One of the things that Holdren and Ehrlich are based on is the limits to growth. Another crackpot study, totally discredited by Meadows and Forrester, 1972, I believe, which says at the rate of depletion of natural resources, world society will collapse in the early part of the current century, more or less where we are now. Now, it turns out that there are greater reserves of just about all forms of resource that they mention in Sure. Imaginez un virus, le plus effrayant des virus qui existent, et ensuite imaginez que vous, et vous seul, possédiez le vaccin. Si votre objectif ultime est le pouvoir, vous avez entre vos mains l'arme idéale. Un premier cochon aurait attrapé un virus de grippe humaine, un autre de grippe d'oiseau, et c'est dans un troisième que les virus auraient muté, donnant une nouvelle variante grippale qui se transmet cette fois-ci entre les hommes par voie aérienne. Très surpris d'apprendre qu'il y a un cas de grippe porcine, en ville en plus, sans qu'il y ait eu contact avec des porcs. L'Organisation mondiale de la santé dit que le virus apparu au Mexique et aux États-Unis est nouveau. La nouvelle souche réunit des éléments des virus porcins, aviaires et humains. D'après l'OMS, il est impossible de prévoir comment la situation va évoluer. Mais elle prévient que le nouveau virus a un potentiel de pandémie mondiale. Quand je suis sortie de l'école de médecine, je croyais en la médecine. J'y ai cru pendant plusieurs années. Je l'ai pratiqué pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que je m'ouvre les yeux tranquillement, progressivement, et que je vois comment ça marchait. Que l'industrie contrôlait entièrement la médecine. Entièrement. Comment fait-elle cela? En se cachant derrière un paravent qui s'appelle le gouvernement, qui gouverne et qui ment, qui vous dit c'est pour votre bien et votre sécurité, et qui est une marionnette. Les politiciens sont des marionnettes à l'emploi des marionnettistes qui tirent les ficelles des marionnettes. C'est ça qui est intéressant. Et cela, c'est l'argent, les financiers, les banquiers. Et on ne parle pas du petit banquier du coin. On parle de banquiers mondiaux. Les grands banquiers dont on connaît des noms. Rothschild, Rockefeller, Dupont. Hein? Des noms qui sont connus et qui sont nos maîtres et dont nous sommes les esclaves. Alors, c'est eux qui mènent la médecine en donnant le contrôle de la santé au gouvernement.